Alors, je vais effectivement vous parler de notre position, de mon travail. Et comme je n'ai pas tout à fait payé mon ticket d'entrée pour être au niveau, je laisserai rapidement la place à trois personnes qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être ici et de nous parler plus en détail et plus précisément, exhaustivement, de ce sujet compliqué. Donc, effectivement, au Shift Project, nous avons tenu à participer à la réflexion sur la réforme du marché européen des quotas de CO2, avec 2 papiers de prise de position, un sur la réserve de stabilité du marché, 6 propositions dont 4 sont désormais retenues. On ne se l'attribue pas, bien sûr, mais on en est très heureux. Et un papier sur la réforme structurelle de l'EU ETS, donc du marché européen du carbone, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, par rapport à la présentation qui a précédé, une remarque et une question. La remarque, c'est qu'il y a des gens dans lesquels on va investir, d'autres dans lesquels on va désinvestir, mais on fait tous finalement partie du problème. On est tous à l'origine des émissions, soit directement par nos processus, soit parce qu'on les consomme en achetant ces produits. Et c'est donc ensemble qu'il faudra construire la solution aussi. Donc les perdants qui feront l'objet du désinvestissement évoqué tout à l'heure, il faudra quand même les aider à investir pour décarboner leur activité. Donc, concernant la réforme du marché européen des quotas de CO2, notre position, c'est de mettre en place un prix de réserve sur les quotas qui sont vendus aux enchères, qui démarre à 30 € et qui augmente rapidement, 30 € par tonne de CO2, et de faire attention aux enjeux de compétitivité en déployant davantage le dispositif qui existe déjà des projets domestiques. Donc notre focus n'est pas le prix en tant que tel, mais c'est bien de réduire les émissions et de les réduire à temps, ce qui demande la planification à long terme en complément du transfert d'un budget carbone de l'État aux industriels et aux énergéticiens. Donc la planification à long terme, des investissements dans la décarbonation. Et pour ça, nous préférons un cadre simple, centré sur un signal prix robuste, prévisible et incitatif, qui ne vient pas se substituer à ce qui existe déjà, mais qui est complémentaire à la fois au marché des quotas tel qu'il est et à toutes les réformes qui sont envisagées. Donc un prix de réserve et la compétitivité préservée, mais avec une contrepartie de participation à l'effort d'atténuation, c'est-à-dire on maintient les quotas gratuits, mais on préfère à leur généralisation le développement de projets domestiques. Une industrie chez qui c'est trop coûteux de réduire dans son enceinte peut aller réduire à côté, surtout si le prix de réserve aux enchères est à 30 €, ça laisse des opportunités de réduire à moins cher ailleurs. Oui ? En prix de réserve, c'est quand je mets quelque chose aux enchères, je peux dire que je refuse la vente si le prix n'atteint pas un certain niveau. Voilà. Donc la directive européenne a des garde-fous pour éviter que les prix des quotas n'explosent à la hausse, n'augmentent trop vite. Il n'y en a pas pour éviter que le prix s'effondre, et nous, c'est ce qu'on propose de mettre en place. Voilà. Donc, avec une ambition aussi élevée que la nôtre, ce n'est pas juste des abattements, des réductions d'émissions marginales qu'il nous faut faire, c'est une vraie transformation de toute l'économie. Et pour y parvenir, il y a bien une chose à ne pas faire, c'est à reporter les efforts de réduction d'émissions en attendant que le reste du monde s'y mette, en attendant un cadre politique mondial stable, avec un prix robuste pour tout le monde, qui efface tous les écarts de compétitivité, spécifiquement carbone, etc. Donc pour s'y mettre tout de suite, il faut une incitation tout de suite, en complément du cadre global que nous avons la chance de recevoir de la puissance publique. Voilà. Alors, pour mettre en place cet objectif environnemental, il y a au niveau de la décision, la prise de décision, d'autres priorités. Et il faut en tenir compte. On n'évitera pas ces priorités. Elles correspondent à des vrais enjeux. Priorité à la sécurité, à l'indépendance énergétique, d'où les directives efficacité énergétique, énergie renouvelable. Enjeu d'accessibilité de l'énergie, qui nous amène à veiller à ce qu'on ait une énergie pas trop chère, alors que de l'autre côté, le signal prix du carbone va renchérir les coûts de l'énergie. Un enjeu de compétitivité qui se traduit par l'allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre de ce marché, et les particularités, disons, de la gouvernance de l'Union européenne, où on est d'accord pour dire qu'il faut un prix, mais on n'est pas d'accord sur le niveau de ce prix. Et c'est très difficile de se mettre d'accord à 28 États membres aussi différents dans leurs enjeux, leur situation, leur niveau, leur exposition par rapport aux priorités que je viens de lister. Alors, des éléments de résultat, je ne serai bien sûr ni exhaustif, ni aussi précis que pourront l'être les personnes qui vont intervenir tout à l'heure. Des éléments de résultat sur l'ETS, d'abord, c'est la généralisation de la mesure et du rapportage transparent des émissions vérifiées au sein des installations, donc acteurs de l'énergie et industriels, ce qui est une excellente chose. À partir du moment où on mesure, on peut commencer à piloter, à réduire.
Mais c'est aussi une croissance très, très forte de la complexité du dispositif, de ce transfert du budget carbone, avec un profil d'allocation dans le temps qui évolue, qui s'améliore. La réserve de stabilité est un élément, encore une fois, que nous soutenons et qui va l'améliorer. Mais tout ça était compliqué au départ, ça ne cesse de se compliquer avec le temps. Les impacts environnementaux, semblent difficiles à lire, la littérature de la recherche semble difficile à estimer. À quel coût? Jusqu'à il y a 5 minutes, je n'avais pas su trouver une source d'information pour trouver les coûts de l'EU ETS. L'autre bon point de l'EU ETS, c'est que le coût du carbone, finalement, est pris en charge en partie par le contribuable, ce qui permet d'en élargir l'assiette et d'avoir un prix robuste qui ne soit pas trop pénalisant pour ceux qui sont les émetteurs directs des émissions. La recherche avance aussi une relativement faible incitation à l'innovation, puisque les études d'Antoine de chez Le Prêtre nous disent que les dépôts de brevets bas carbone au sein de l'EU ETS sont de 2% supérieurs aux autres dépôts de brevets en Europe. Autre résultat, on a un marché financier de type commodities, donc les desks de trading. S'il y a des traders dans la salle, vous savez que sur votre poste Bloomberg, au milieu des informations sur les autres marchés de matières premières, vous avez les marchés carbone du monde entier, toutes les places de cotation, les produits dérivés, les résultats des enchères dans tous les pays. Tout est listé, analysé, avec une concentration d'informations. C'est un marché un peu concentré, puisque selon qu'on regarde la totalité des émissions, où seulement 80% d'entre elles, on est sur 9 États membres et non pas 28. 90% des émissions sont sur 1800 installations sur les 11 000 qui participent. Et, sauf erreur de ma part, 4 grands groupes émettent à eux seuls 20% des émissions de l'ETS, RWE, Vattenfall, E.ON et Arcelor. En tout cas, c'était le cas en 2013. Au final, on a un prix commun du carbone à 28 États membres, mais qui est imprévisible et qui n'a pas de garde-fou à la baisse, il en a à la hausse. Et la question se pose de comment planifier des investissements bas carbone en comptant sur le revenu des quotas pour valoriser ces investissements. Donc notre proposition, c'est un prix de réserve, je le disais tout à l'heure, 30 € par tonne, qui répond aux besoins de prévisibilité, qui facilite la planification des investissements, qui permet, parce qu'il sécurise un niveau de revenu minimum, d'attirer des capitaux peu gourmands, des capitaux du temps long, des capitaux qui s'investissent pour la société en acceptant une faible rémunération, et donc de faire financer par la société la décarbonation de notre économie. Ça simplifierait l'ETS. Ça nous paraît légitime, ce prix de 30 €. Alors c'est vrai qu'il est à 7 € aujourd'hui. Si on regarde aujourd'hui, ça peut paraître une augmentation déraisonnable. Mais le marché l'a déjà valorisé à 30 € la tonne à ses débuts, ou à quelques centimes près, c'était à 30 €, 29 et quelques. D'une part, et d'autre part, la Commission européenne, lorsqu'elle a mis en place les quotas gratuits, c'était pour protéger l'industrie contre un risque de compétitivité accru lié au prix du carbone. Et cette étude d'impact s'appuie sur un prix du carbone à 30 € qui est justifié à plusieurs endroits dans cette étude. Et donc, puisque des quotas gratuits sont donnés pour protéger contre le risque d'un prix à 30 €, on se dit qu'en mettant un prix à 30 €, on ne porte atteinte à personne. Bien sûr, ce sera discutable et discuté. On ne se fait pas d'illusions là-dessus. Cette proposition est compatible avec toutes les réformes qui sont envisagées. La réserve de stabilité fonctionne idéalement avec un prix de réserve, puisque le prix de réserve nous garantit un prix plancher, disons, ce qui appelle souvent les gens à demander un prix plafond. Et lorsque la réserve se videra, par exemple, on peut imaginer que ce qui sort de la réserve soit vendu à un prix plafond qui soit fixé à l'avance et qui garantisse que si le prix de marché est supérieur, on aura accès à ces quotas-là à moins cher. Ce n'est pas une idée sortie du chapeau. Je rappelle que ça existe dans plusieurs pays, notamment en Amérique du Nord, où des systèmes comparables sont en place avec un prix de réserve qui respecte l'intégrité environnementale pour Californie et Québec. Voilà, ça peut être un moyen le fait de renchérir le prix du carbone est un moyen de réduire les pertes de nos centrales à gaz, qui aujourd'hui sont frappées par le coût relativement plus faible du charbon. Et concernant l'enjeu de compétitivité, nous proposons des projets domestiques, c'est-à-dire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, si vous ne pouvez pas réduire chez vous parce que ça coûte 80 € la tonne, que 30 € c'est trop cher, vous pouvez aller faire des réductions d'émissions dans les secteurs diffus, déchets, rénovation thermique du bâtiment dans les pays d'Europe de l'Est, là où ça vous reviendra moins cher. Vous récupérez des crédits carbone et gagnerez le spread entre le cours du crédit et le cours du quota sur les marchés. Voilà. Ça faciliterait aussi la mise en relation, la connexion du marché européen avec les autres mécanismes, les autres marchés qui ont mis en place ce genre de dispositif. J'évoquais Californie et Québec. Et finalement, lorsque la Chine mettra en place son dispositif, si elle met en place un prix de réserve, la question se posera
peut-être plus sérieusement pour l'Union européenne de savoir s'il faut persister dans sa voie isolée, tandis que les deux géants, les deux principaux émetteurs, seront mieux compatibles et susceptibles de relier leur marché entre eux. Enfin, on n'en est pas là pour l'instant. Alors, cette proposition qui est la nôtre, les trois personnes qui vont intervenir tout à l'heure, je les en remercie, font partie des rares qui m'adressent encore la parole. Nous n'avons aucun soutien, personne n'est d'accord, ce qui m'encourage plutôt, parce que si on avait le soutien des uns contre les autres, on se dirait, bon, on a pris une position partisane, là, il y a un consensus contre. Donc, on a bon espoir d'avoir au moins d'intéresser les gens ou d'amuser peut-être, et j'espère un jour de convaincre. Donc, les principales objections qui nous sont faites, c'est d'abord un problème de faisabilité politique. C'est-à-dire que négocier un prix à 28 États membres, se mettre d'accord sur un prix du carbone, ça n'est pas possible aujourd'hui. Le deuxième, c'est un risque de requalification du marché des quotas de CO2, qui est un outil de politique environnementale, en taxe. Et s'il se requalifie en taxe, ma première réponse a été oui, bon, d'accord, et alors et alors, des États membres pourraient porter plainte contre la Commission européenne, au bout d'un certain nombre d'années, obtenir cette requalification, et donc la gouvernance de ce dispositif serait à l'unanimité des États, et non plus à la majorité qualifiée. Or, sa réforme nécessite une solution de gouvernance un peu plus efficace qu'à l'unanimité. Je crois que d'ailleurs la réserve de stabilité est passée à la majorité qualifiée, ne serait pas passée à l'unanimité. En tout cas, pas aujourd'hui. Il aurait fallu attendre, négocier, etc. Alors, nous avons deux stratégies possibles. Soit on trouve un moyen d'atténuer ce risque. On trouve un moyen juridique, légal, de tourner la proposition de telle sorte que ça n'engendre pas un risque de requalification de l'ETS en taxe. Et on prend sur nous d'aller négocier avec 28 États membres, ce qui a déjà été tenté par le passé, je crois, que Jos Delbecq a bien essayé, n'a pas réussi. Donc, on peut se dire que le shift va y arriver. Ou bien, profil plus modeste, le Royaume-Uni a mis en place une taxe par-dessus l'ETS pour le secteur de l'énergie. On pourrait imaginer, ça ne plaira pas non plus, je vous le dis tout de suite, d'avoir un carbon price floor similaire, pays par pays, en partant du Royaume-Uni et en faisant une couronne grandissante, de façon à traquer les fuites du carbone du Royaume-Uni vers le reste de l'Europe. Voilà.